Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, un épisode spécial puisque nous sommes 5 autour de la table virtuelle pour parler d'une des meilleures séries de 2020. Oui, je spoil un petit peu mon avis direct dans l'intro. Autour de la table, nous avons, je vais les présenter directement, Grand Poil, Bonsoir. Noémie, Flavien Salut. et Lexine. Coucou. Et aujourd'hui, on va parler, donc comme je dis, d'une des meilleures séries. Je vais mettre le thème, comme ça peut-être que vous allez le reconnaître. Peut-être. Mais vraiment, c'est pas sûr. Alors, Eh je bien, crois c'est que quelqu'un chez lui a une ambulance. C'est largement possible. Nous allons parler de The Mandalorian. J'ai même pas regardé le titre québécois, mais je pense que c'est Le Mandalorian. Probablement. Le Mandalore, je pense, parce Le qu'en Mandalorian, VF, il l'appelle non, le Mandalore. Il parle pas du titre québécois sur la fiche Ok. Wikipédia, alors qu'en général, c'est le cas. Et je crois que c'est notre première œuvre de Disney+, sur Watchlist. C'est Je possible. n'ai pas le souvenir qu'on en ait fait d'autres. Donc c'est une série de 2 saisons de 8 épisodes chacune, avec des longueurs variables entre 30 minutes et je crois qu'il y en a un qui doit faire 55. Ouais, maximum 55 Le final de la minutes. saison 1, je crois, qui est le plus long. Et après, il a des longueurs internes, mais bon, ça, on en parlera. Ça Alors. suffit. Ça suffit, on se détend. On se détend tout de suite, alors. Flavien. De quoi parle The Mandalorian? On suit un chasseur de têtes que tout le monde appelle Mendo, qui appartient à une guilde de chasseurs de têtes. Et on se trouve donc dans la chronologie Star Wars, 5 ans après la chute de l'Empire, donc 5 ans après la fin de l'épisode 6, le retour du Jedi. C'est un chasseur de têtes, donc il accepte des contrats pour se faire de l'argent, sauf que là c'est un peu la dèche, c'est la S même, et donc Mando va accepter une mission dangereuse pour récupérer une cargaison sur Alvara 7. Cargaison qui sera le nœud de l'histoire pendant 2 saisons. Dit comme ça ressemble vraiment au synopsis de Transporteur 1, mais je vous assure que c'est bien plus cool que ça. C'est pas mal, Transporteur. C'est pas mal Transporteur, mais je préfère regarder The Mandalorian. Alors personnellement, moi quand je présente The Mandalorian, je dis que c'est quand même vraiment super nanny dans l'épisode dans l'univers de Star Wars. C'est un peu ça aussi, c'est vrai. Alors, c'est une création de Jon Favreau, qui est un ancien acteur qui a joué dans le Daredevil avec Ben Affleck. Ouh, le Il jouait meilleur. son pote. Ouais, le meilleur. Grosse ref. Ah, il a joué dans Very Bad Le Trip aussi. meilleur film. Ouf. Ouais. Very Bad Things, pardon. Very Bad Trip, Thing, le truc avec Cameron Diaz, hein, Oui. qui est oui, un peu à Las Vegas, tout ça, le truc un peu dark. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est surtout le réal et le producteur des 2 premiers Iron Man chez Marvel, Mhm. qui, avant de passer sous pavillon Disney, et une fois que Marvel est passé sous pavillon Disney, le mec a réalisé Le Livre de la Jungle en 2016 et Le Roi Lion en 2019. Et il a fait d'autres films aussi. Il a fait Chef. Alors, c'est plus anecdotique, hein, mais où il joue aussi en tant qu'acteur. En 2014, c'est un film sur plein de bons sentiments, sur la cuisine qui va le rapprocher de son fils et tout. C'est pas ouf, mais c'est un bon film de dimanche soir, si jamais vous Ouais, êtes curieux. c'est un bon divertissement doudou Ouais. que tu peux regarder en famille. Tout ça pour dire que le mec, il sort pas de nulle part. Et pour The Mandalorian, il est donc créateur, producteur et scénariste pour la série. Au casting, j'ai nommé... Ah, vous avez mis d'autres personnes dans le conducteur. Bon, moi, j'en avais noté 4. Donc, le héros principal, qui est Pedro Pascal, qu'on a pu voir dans Narcos ou dans Game of Thrones avec une mort atroce, et qui a le rôle principal du Mandalorian. Oui, c'est lui la mort atroce dans Game of Thrones. Il a des morts atroces dans d'autres films. Hein. Pardon? Il joue dans le film d'espionnage avec Colin Firth. Oui. Merde. Kingsman 2, Kingsman dans le 2. 2. Dans le 2, ouais. Ah oui, il meurt dans Kingsman 2, mais voilà, je savais pas. Ah, bah il écoute, spoiler, mais il a un fouet et il sait pas s'en servir. Bon, sachant que je crois que Pedro Pascal, on voit sa tête la première fois, épisode 7 de la saison 1, un truc comme ça. On y reviendra plus tard. Ensuite, on a Gina Carano, qui est une... Alors, je ne savais pas avant, je la connaissais pas, cette actrice. C'est une ancienne championne d'arts martiaux. Elle a fait du Muay Thai et de la MMA. Elle a un palmarès de 7 victoires pour une défaite. Et elle est devenue actrice. Alors, elle a une plus petite carrière. Elle a joué dans Fast and Furious 6, dans Deadpool et dans un remake de Kickboxer en 2016. Elle est baraque. Ouais, elle est stock. Je vous avoue que j'ai un gros crush sur elle. Et ici, elle est une ancienne soldate de l'Alliance Rebelle, donc côté gentil.
Ensuite, troisième personne, on a Carl Weathers, qui est donc Apollo Creed dans les Rocky. Si vous avez vu les Rocky, si vous n'avez pas vu les Rocky, regardez-les. Puis il est, alors on le voit même s'il joue pas dans les Creed parce qu'il y a des images d'archives. Et ici, il joue Greek Karga, qui est un chef de guilde de chasseurs de primes. Il a aussi réalisé un épisode, ça je savais pas. de la saison 2, Dans la si je dis saison pas de 2, bêtises. Tout à Très fait. bien. Alors c'est vrai que j'en parle pas, mais les réalisateurs changent d'épisode en épisode. Ce qui est devenu un peu une norme souvent dans les le cas, séries. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Je rebondis tout de suite, mais c'est ce que j'ai mis dans le conducteur que tu n'avais pas mis. Mais ça fait un peu partie du casting maintenant, les réalisateurs dans les séries. On a vu les showrunners, ils vont chercher des gros noms pour un peu se baser à la fois sur leur talent, mais aussi sur leur nom pour ramener des cinéphiles. Et notamment, là, des noms que j'ai notés, moi, dans Mandalorian. T'as Taika Waititi quand même, qui derrière, du coup, il a fait un épisode, je crois, de la saison 1, le 8e. Et derrière, il va réaliser soit un film, soit une série, je sais plus, je crois un film, hein, il est a priori dessus. Mais il a joué dans la série aussi. Ouais, il a aussi joué, ouais. Et il y a Peyton Reed, qui est le réalisateur des deux Ant-Man, qui est un expert des films de braquage, et donc on le sent dans les scènes d'action, notamment dans les épisodes de la saison 2 qu'il a réalisé, et quand même dans la saison 2 aussi Robert Rodriguez. Mais oui. Carré. Incroyable. Voilà, C'est pas mal. c'est pas mal. Dernier acteur que j'ai noté, le méchant, qu'on voit beaucoup plus dans la saison 2 que dans la saison 1. Donc Giancarlo Esposito, qui jouait le fameux Gus dans Breaking Bad, pour ceux qui ont vu Breaking Bad, et qui ici joue Moff Gideon, qui est un des derniers hauts gradés de l'Empire qui a survécu à sa chute. Et qui est aussi un grand méchant du prochain Far Cry. Voilà, en jeu vidéo. Ouais. Et j'ai noté aussi Werner Herzog, donc, qui est un grand réalisateur depuis les années 60-70, un réalisateur allemand, et qui joue la personne qui engage au début Mando. Voilà. Mais oui, enfin, moi je me suis demandé qu'est-ce qu'il foutait là quand j'ai vu sa tronche. C'est pas possible, c'est pas Herzog qui joue dans une série Disney+, dans du Star Wars, quoi. Et si. Ok. Alors, premier tour de table sans spoiler. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette série? Est-ce que quelqu'un veut parler en premier? Allez, je me lance. Vas-y, grand poil. Moi, j'ai kiffé. Ça m'a fait vraiment très très plaisir parce que c'était pas du Star Wars flashy comme on a pu avoir sur les dernières trilogies. Il y a pas d'énormes enjeux tout le long qui vont te dire il va sauver la galaxie à chaque épisode. Non, si les aventures suivent leur petit bonhomme de chemin, elles peuvent être ce que certains ont, comment dire, trouvent comme défaut le fait qu'il y ait toujours un peu le même plot à chaque épisode. Moi, je trouvais ça bien parce que ça met en place des rencontres qui, généralement, ont toujours un sens et finissent par se retrouver en fin de saison. Et puis l'ambiance western qui se dégage globalement de la série, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien. Que du début à la fin, j'ai kiffé. Ok. Allez, je nomme Lexine. Alors honnêtement, j'ai adoré et pour une raison bien simple, en fait, j'ai l'impression de regarder un jeu de rôle. Je vois un rôdeur qui arrive, à qui on donne une mission, et à chaque épisode, on dirait qu'il a des mini-quêtes qui lui font avancer vers sa quête principale, et il rencontre d'autres personnages qui font équipe avec lui. J'ai l'impression que c'est que de regarder un jeu de rôle, ça se déroule exactement de la même façon. C'est complètement bête peut-être comme façon de le voir, mais du coup j'adore. Non, c'est J'ai marrant l'impression comme de le analogie. voir faire justement, il y a un épisode où il va tuer une énorme bête, et quand je vois les stratégies mises en place et tout, je me dis mais ça ferait tellement une campagne ouf de jeu de rôle, donc j'ai adoré. Ok. Noémie. Alors, je pense que pour donner mon avis, il faut que je dise d'où je parle. C'est-à-dire que moi, je suis une néophyte. Enfin, je me suis jamais passionnée pour l'univers Star Wars. Je les ai vus, même les derniers. Ça fait partie de mon univers parce que je vis pas complètement dans une grotte, mais j'ai pas d'affinité spéciale avec l'univers. Je les ai vus avec mon copain parce que ça faisait une série qui pouvait nous intéresser tous les deux. Et pour moi, ça me fait un peu le même effet que The Queen Gambit, c'est-à-dire que tout le monde se hype à mort. Et je les ai regardés en faisant un peu meh. C'est cool, hein, c'est vraiment cool. On passe un bon moment, c'est très court. J'ai trouvé que les épisodes étaient courts. Les génériques sont ultra longs, mais les épisodes sont courts. Donc c'est plaisant. Ah non, mais vraiment, les génériques de fin, il y en a pour 1000 ans. Et à chaque fois, j'attendais une scène post-générique. Et Mais non, alors sauf à la fin de la saison 2, mais les génériques, ce que j'ai adoré dans les génériques de fin, c'était tous les artworks qui te montraient, Ouais. qui étaient superbes aussi, quoi. Ils te Magnifique. donnaient, en fait,
il te donnait envie de rester sur le générique quand même. Ah mais carrément, moi j'ai zappé aucun des génériques et j'ai un peu envie de dire que c'était prévu que je le dise, c'est que mon moment préféré, moi, c'était vraiment les génériques de fin. Les artworks sont incroyables, mais j'aurais pu regarder oui. que ça. Parce que Ouais, visuellement, c'était waouh! Et il y a des moments où j'ai vraiment préféré le 5 minutes de générique que la série, quoi. Parce que l'univers visuel est hyper fort et très beau. Et donc, vraiment, voilà, moi, je l'ai regardé. Au niveau du scénario, j'ai un peu fait mais tout le temps. Mais c'est hyper impressionnant au niveau de l'univers visuel que ça trimballe. Ok. Et toi, Flavien? Je suis assez d'accord sur les génériques de fin, je les trouve super beaux et il y a vraiment tout un univers qui se dégage et je trouve que c'est une très bonne idée effectivement au générique de fin de mettre un peu les travaux préparatoires et tout et ça fait rester beaucoup plus. Alors qu'en général on met ignorer et puis passer à la suite. Là c'est vrai que ça fait rester et finalement c'est un peu moi j'ai trouvé ça mouif, ça se regarde, il y a plein de bons points, il y a plein de points aussi ultra pas cringe mais ultra voilà bon c'est Star Wars donc produits dérivés friendly et puis des facilités d'écriture et tout. Euh, donc pas ultra convaincu, mais c'est pas non plus de la merde, quoi, ça se regarde, j'ai regardé les 2 saisons, donc voilà. Mais je trouve qu'un peu comme Tales from the Loop qui était sur Prime, en fait, il se base Mhm. sur un univers visuel très fort, sur un potentiel, effectivement, tu as parlé, Lexine, de jeu de rôle, et c'est une bonne analogie, je trouve. J'avais plus pensé à du jeu vidéo, mais c'est vrai que je trouve que ça fait encore plus univers de jeu de rôle dans lequel tu vas faire des quêtes. Chaque épisode est un peu une petite quête qui va mener à la fin de la saison à la résolution, entre guillemets, de la campagne de jeu de rôle. Et du coup, les quêtes, c'est un peu écrit comme des quêtes de jeux vidéo, c'est pas très intéressant, ça fait quête FedEx et tout, et je trouve qu'il y a assez peu d'enjeux, que ce soit d'un point de vue des épisodes ou d'un point de vue de la série globale. Mais par contre, effectivement, il y a un vrai univers visuel, et comme dans Tales from the Loop, en fait, le problème, c'est qu'ils ont oublié de coller de l'écriture dessus, je trouve, que ce soit au niveau des personnages, au niveau des dialogues aussi, mais à la limite, ça me dérange pas plus que ça. Tales from the Loop m'avait aussi déçu pour ça, c'est-à-dire partir d'un super univers visuel, mais ça suffit pas pour faire une bonne série. Donc, il Non, y a mais plein de bons aspects, mais bon. Si je peux juste refaire une petite incise, sur ce que tu disais, sur ce qu'on disait même au début par rapport à l'aspect western, ce que je disais sur les dialogues, moi, il y a plein d'épisodes que j'ai vécu comme un film muet finalement. Il y a très Hmm. très peu de dialogues qui sont pas du tout importants. Et ce qui pouvait faire une force dans les films et dans les premiers films, justement, ce côté hyper universel, parce qu'il n'y a pas besoin de longues explications, tout se comprend à l'écran. Bah là, c'était un peu pareil. Et du coup, il y a plein de scènes qui sont, moi, j'ai trouvé très silencieuses et il n'y a aucune ligne de dialogue qui m'a C'est-à-dire particulièrement que marqué. le héros principal est un peu taiseux et son sidekick est muet. C'est ça. Donc, Mais ouais, pour moi, ça me dérange pas. Honnêtement, je suis très fan de films contemplatifs, des films de Malik ou quoi, où ça parle pas beaucoup, où c'est beaucoup de la voix off. C'est vraiment pas. C'est un défaut qui est revenu souvent dans les critiques, c'est il se passe pas grand chose. Et honnêtement, moi, je m'en fous parce que c'est des atmosphères qui me parlent. Mais par contre, du coup, faut raconter quelque chose par la mise en scène, en fait. Parce que faire des beaux plans, c'est à la portée de n'importe quel chef-op. Enfin, presque. Ok, faire des beaux contrastes, des belles saturations, machin. Ok, soit. Bravo. Tu veux une médaille. Ok. Par contre, raconter quelque chose par sa mise en scène, c'est autre chose, quoi. Et Malik le fait, par exemple, alors que Mandalorian ne raconte pas grand-chose, et pas que par ses dialogues, par le reste aussi, je trouve. Mais, Oh, quand même, enfin, je sais pas, il fait passer. Pedro Pascal, il nous montre qu'un mec qui a réussi à jouer et faire passer des émotions avec un masque sur la gueule complètement. intégrale, quoi. Et ça, c'est pas que lui, c'est aussi la direction d'acteur et niveau réalisation. Moi, je trouve qu'au contraire, ils arrivent à faire passer pas mal de choses, justement, dans ces beaux plans. Ils sont de temps en temps là juste pour être jolis ou illustrés, ouais. mais ils arrivent quand même à montrer, à faire avancer les choses juste avec, avec cette réalisation, avec cette manière de filmer une course-poursuite sur la glace. Tu sais exactement ce qui va se passer parce que c'est montré, c'est évident. Moi, j'ai le même problème qu'avec Tales from the Loop, c'est-à-dire beaucoup de beaux plans de cinéma, machin, mais ça fait très poseur parce que derrière, c'est pas là pour parler de quelque chose, je trouve, ou pour raconter ou pour faire avancer l'intrigue. Mais Julien, tu nous as pas donné ton avis. oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai bingé les 2 saisons en 3 jours pendant les vacances de Noël. Ouh. Euh, Ça se passe pas bien chez tes je... beaux-parents? Non, c'est juste que j'ai été happé dans le truc. Et en fait, alors déjà, je trouve que c'est extrêmement beau. Et comme c'est pas rythmé comme un épisode 7 ou un épisode 9, bah du coup, on a quand même le temps de se poser et d'admirer d'admirer les paysages. Enfin, surtout Tatooine. Moi, je trouve que tous les épisodes qui se passent sur Tatooine, ils sont trop cool. Enfin, le fameux épisode
de la quête du monstre géant à tuer là. Il est ultra sympa à regarder. Le Dragon Crate. Et je trouve les personnages attachants, même s'ils disent peu de choses pour le coup. Bon, le bébé Yoda, c'est. Alors ouais, c'est un mini spoil, mais honnêtement, si vous êtes passé à côté, ouais. ça C'est me paraît de pas sur notre l'épisode 2 de planète, la quoi. saison 1, quoi. Ouais, même, c'est ça. enfin, même de la fin de l'épisode Ouais, 1. de la fin de l'épisode 1, ouais. Bon, on n'en est pas au niveau Ewok, parce que pour le coup, il a quand même un intérêt, ce personnage, dans la série. Ouais, même dans l'univers Star Wars, hein, en vrai. Hein. Ouais. Et le Mandalorian, je trouve que c'est un personnage qui est ultra sympa à suivre. Et je suis même, on en parlera dans la partie spoiler, mais je suis un peu triste de la direction que prend la série. Je trouve qu'ils ont pas trop pissé sur la mythologie de Star Wars, chose qu'on pouvait quand même vachement plus reprocher aux films canon. Là, je trouve que ça reste plus dans l'univers de la trilogie originelle. Ce que j'ai trouvé bien là-dedans aussi, c'est qu'il y a du fan service, mais la plupart du temps bien utilisé. Pas juste. Alors, c'est sûr qu'il y a des clins d'œil que seuls les fanboys vont comprendre. Mais du coup, ils ont vraiment un sens. C'est pas juste, on a posé un truc là juste pour vous dire, ah, regarde, on a mis le masque de Dark Vador à cet endroit-là. Non, il n'y a pas ça. Alors, et là, c'est pas un spoil, hein. c'est un exemple pris au pif. C'est ça, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas le masque de Dark Vador, il est bien caché. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'en tant que non-fangirl, justement, on n'est pas. Moi, je me suis pas senti con, ou je me suis pas dit, ah putain, il y a une référence que j'ai ratée toute la série. Ouais, c'est pas Ça indispensable. reste assez accessible. Et du coup, Exactement. ça peut faire plaisir à des gens qui sont plus hypés par l'univers et qui vont justement avoir leur côté easter egg, recherche, quête annexe finalement. Et quand on est juste un lambda, l'histoire est suffisamment cool pour prendre du plaisir. Et puis, pour aller encore dans ton sens, Noémie, je trouve que comme c'est une œuvre de Star Wars qui utilise très peu la force, il n'y a pas ce côté magie qui peut parfois décourager les gens à rentrer dans l'univers, parce qu'au final, ça reste quand même un truc de cow-boy. C'est un Plus peu que Gogo Gadget au Mando. de sorciers qui utilisent des pouvoirs, quoi. Truc de cow-boy qui peut déranger d'autres personnes aussi. Hein. Oui. Mais non, en tout cas, ouais, j'ai bien aimé. Je trouve que j'ai bien aimé. Je trouve que c'était équilibré entre effectivement le fan service, faire un truc accessible à tout le monde, et pas faire un truc chiant ni trop rythmé qui te donne mal à la tête. Et je trouve justement que ouais, l'aspect western, c'est vraiment un bon choix pour le coup, parce que ça colle totalement à la personnalité de Mando, à l'univers des chasseurs de primes, hein, dont fait partie Mando, et également à tout du coup, même si moi j'ai pas été un grand fan de la réal, en tout cas en termes de rythme, ça fait appel à des films des années 70, etc., dans ce genre-là, qui collent totalement. En fait, il y a une vraie cohérence à ce niveau-là, je trouve en tout cas. Il y a même des références assumées à certains films, des duels de samouraï de Kurosawa, des choses Ouais, comme ça ouais. qui sont bon, des fois c'est un peu trop évident, mais c'est cool d'avoir réussi à placer ça dedans. Et qui par ailleurs ont les films de Kurosawa qui ont inspiré les westerns de Sergio Leone par ailleurs, hein, après, donc il y a toute une filiation qui Et se même fait les comme premiers ça. Star Wars, Ouais, bien George sûr, Lucas, il a dit De la forteresse cachée, ouais. Et est-ce que pour vous, ça vaut un mois d'abonnement Disney+? Carrément. Oui. Oui. Alors, moi, je vais parler de comment j'ai découvert le truc, parce que j'étais quand même chaud, mais bon, Disney+, c'était pas encore là, et puis j'avais un peu la flemme. Et du coup, j'avais téléchargé les trucs de manière absolument légale, vous vous en doutez, au moment de la sortie américaine. Mais sauf que moi, les séries, je les regarde des fois sur plusieurs mois, parce que tu vois, Julien, justement, moi, j'ai pas cet effet cliffhanger, et puis j'ai envie de regarder la suite. Surtout Mandalorian, je trouve, je joue pas trop sur ce truc qui parfois Non, m'énerve un peu dans les séries. C'est un épisode se tient, et puis on va pas te mettre, ah tiens, tu vas regarder la suite. Et donc j'avais téléchargé ça, donc on a regardé la première saison, genre, mais en fait au moment où c'est arrivé en France sur Disney+, tu vois, donc Ok. genre 4 mois après, donc j'étais vraiment pas hypé, je les avais téléchargés, ils ont traîné 4 mois quoi. Et derrière la saison 2, j'ai toujours pas pris Disney+, et non, après bon, est-ce que je prendrais un mois d'abo Disney+? J'imagine que si t'es fan de... Après c'est pas très cher, c'est combien? C'est 7 euros par 7 là? euros par Ouais, mois. Disney+, c'est pas très cher. Tu m'aurais dit, est-ce que ça vaut un mois de Netflix? Je t'aurais dit, ah, c'est un peu cher. Disney+, l'avantage, c'est que c'est quand même peu onéreux. Mais par contre, ça vaut la peine de dépenser dans des produits dérivés, parce que moi j'ai acheté un petit bébé Yoda, etc. Ça oui. Non, Et mais même, tu vois, ouais. si tu prends la qualité de la série, même tu vois, tu dis un mois de Netflix, même un mois de Netflix, c'est largement rentable pour une série de cette qualité. T'as 2 saisons là maintenant que tu peux binger, peut-être pas sur 3 jours comme Julien, hein, mais ton mois il est rentabilisé, ça te coûte le prix d'une place de cinéma.
Donc, franchement, si tu prends Disney Plus juste pour voir cette série, et puis bon, peut-être David qui est vite fait sur le reste, ça vaut carrément le coup quand c'est de la qualité comme ça. Et Dieu sait que je suis pas abonné à Disney Plus moi-même. Mais à tous ceux qui ont été très frustrés de ne pas voir Pedro Pascal porter un casque dans Game of Thrones, là, ils ne le lâchent plus. Donc, rien que pour ça. C'est vrai. Et moi, du coup, c'est un des défauts aussi que je vois, c'est que c'est clairement fait. Parfois, il y a des tics d'écriture ou tout simplement de création Bon, après, c'est le cas depuis le début de Star Wars, et c'est Disney et tout, donc je vais pas leur reprocher ça directement. Mais en gros, bébé Yoda, tu vois qu'il est là pour faire vendre des figurines. Bon, les Ewoks aussi à l'époque, hein, voilà, c'est pas une nouveauté. Mais il y a aussi certaines vannes dans la saison 2 qui entendent Covid. T'es là et tu te dis, vous êtes pas un peu des forceurs, les cocos sur le masque de Mando, où t'es là et tu te dis, putain, les mecs, non, enfin. J'ai trouvé que ça tombait beaucoup à plat. Bon, j'en dis pas plus parce que voilà, mais. Je crois, l'épisode 6-7, c'est un mec qui dit tu gardes ton masque, oh, on est mieux sans. Et franchement, j'étais là, je me dis, putain, sérieux, vous en êtes là? Ah oui, mais c'était les épisodes avec Bill Burr. Je serais pas étonné que ce soit lui qui ait rajouté ses blagues lui-même. C'est possible, bah, il aurait pu s'en passer. Alors, mais c'est clair avant que. qu'on. Ah, pardon. Vas-y, Nomi. Vas-y, Non, mais vas-y. sur bébé Yoda, mais le personnage est tellement mignon que c'est à peine si j'avais pas des montées de lait à chaque fois qu'on le voyait à l'écran. Voilà, c'est Ah bah ouais, c'est hyper bien mignon, réussi. Moi, j'ai passé vraiment les 2 saisons à faire à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran et à me taper en même temps en me disant mais t'es complètement con. Mais ça marche. Mais ça marche, ça marche. On a envie de protéger ce petit bébé de 55 ans et quand on le dit, c'est dégueulasse. Et voilà. gros taf d'animation, hein. Je crois qu'il a coûté plusieurs millions la mascotte à faire. Vachement bien réussi. Je crois que c'est 5-6 millions à produire, et après c'est peut-être le salaire des mecs qui l'animaient tout aussi. Mais... Alors, juste avant qu'on passe à la partie spoiler, sachez qu'en novembre 2020, donc le site Seven Park Data qui essaye de faire les audiences des différents sites de streaming, plaçait le Mandalorian en premier devant The Queen Gambit quand même. Et en termes d'audience, ça serait 30% des streams aux US. Cette série. Il y a la franchise Star Wars fait toujours vendre de ouf. Il y a pas de. Malgré l'épisode 9. Il y a une machine de guerre derrière et ils savent. Il y a suffisamment de bases solides de fans pour que ça soit. C'est devenu de la vraie pop culture. C'est intégré partout maintenant. Donc tout le monde veut voir les derniers trucs Star Wars qui sortent. On passe à la partie avec spoil. Alors, j'aurais juste un dernier truc avant qu'on passe à la partie spoil, c'est qu'on a beaucoup parlé de Jon Favreau, on n'a pas parlé de Dave Filoni, qui est l'autre showrunner de la série. Et qui a réalisé pas mal d'épisodes. Qui a réalisé des épisodes, mais qui est aussi, je pense, en grande partie responsable de toute cette cohérence historique dans la série, parce que c'est quelqu'un qui est très très attaché à toute l'histoire de Star Wars, et qui a produit d'excellentes séries comme Clone Wars et les Star Wars Rebels derrière, on sent l'amour du détail, on sent l'amour pour justement la mythologie, et c'est ce qui explique à mon avis aussi pourquoi c'est du bon lore de Star Wars bien fait et pas exagéré et pas complètement déconnant. Et en dernier point aussi, on n'a pas parlé de la musique de Ludwig Göransson qui est, je trouve, très réussie et qui là aussi apporte beaucoup de cohérence à l'univers et à l'aspect western. T'as passé le thème principal, mais il y a vraiment plein de moments qui fonctionnent super bien en termes de musique et de cohésion par rapport à ce qui se passe à l'écran, je trouve. Puis ce thème principal, c'est une vraie. Je trouve qu'il est très réussi dans le genre empreinte. Tu l'entends, tu sais de quoi ça parle. Tu connais tu sais que c'est Mandalorian. Dans la veine comme la musique d'intro de Star Wars, tu la connais par cœur. Mando, pour moi, c'est unique. Ça me donne déjà. Tu vois, tu l'as repassé le thème tout à l'heure. J'ai envie de remettre la série tout de suite. Mais du coup, comme moi j'étais contente aussi de réentendre le vrai thème, le thème historique de Star Wars à la fin. La musique était cool, mais voilà, j'avais vraiment envie de retourner dans le canonique et quand c'est arrivé, j'étais vraiment contente. Oui, c'est des petits moments de plaisir. Et là, c'est une parfaite transition parce que c'est déjà presque un spoil vers la partie du spoil, je crois. Alors, je crois que Lexine voulait dire un truc avant qu'on passe à la partie spoil. Ouais, justement, les musiques, elles sont très belles, mais il y a une belle utilisation aussi, je trouve, des silences. Et justement, dans tout ce qui est réalisation sonore, je trouve ça vachement bien quand aussi, des fois, on n'est pas assommé de musique en continu. Et justement, je trouve que c'est très bien utilisé dans cette série. Oui, c'est reposant.
Alors que bon, Star Wars, on a plutôt tendance à croire que ça va faire piou 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 piou, puis mettre de la Ouais. musique bien forte. Et là, effectivement, t'as raison, les silences sont très bien gérés. Mm. Alors, on passe à la partie spoil. C'est le moment de quitter si vous n'avez pas tout regardé. Ouais, franchement, je pense qu'on peut conseiller aux gens d'aller regarder avant d'écouter la suite. Tout à fait, allez-y. Allez, hop. Non, Ouais. vous êtes encore là, hop, allez, hop. Allez, c'est bon. Là, on estime que vous avez accepté. Alors, partie avec spoil. Plusieurs choses. Je vais peut-être commencer par est-ce que vous avez aimé tout ce qui est crossover avec le reste des autres œuvres de Star Wars? Notamment, je pense que la plus évidente, c'est celle avec Clone Wars. Mhm. Tout à J'ai fait. pas vu Clone Wars, moi, donc je ne me prononce pas. Pour tout te dire, dans la saison 2, la première fois où on voit apparaître un certain personnage qui finira masqué, j'ai cru que ça partirait plutôt sur les clones que sur Boba Fett. Hein, maintenant qu'on est dans la partie spoil, on peut y aller. Hein. On peut y aller. Alors c'est vrai que Boba Fett, alors moi je pensais pas à Boba Fett, mais on peut aller aussi sur Boba Fett. Donc Boba Fett qu'on pense est mort jusqu'à cette série-là, puisqu'il meurt dans l'épisode 6. Renaît et revit et revient à l'écran et il vient aider le Mandalorien pendant toute la saison 2. Ouais. Une bonne partie, en fait, disons qu'il est introduit dans le premier épisode par la récupération de son armure, et ensuite il arrive un peu plus tard, effectivement, réellement, quoi. Parce qu'il veut récupérer son armure, quoi. Et tu vois, mais cette récupération d'armure, c'était le premier moment où je me suis dit, oh putain, ils ont fait un truc de fan juste pour le placer. Ouais, en fait, non. Et en fait, non. Non, en fait, ça va, hein, c'est plutôt. Je non, trouve mais que ça passe. Ça aurait pu être juste une armure qui récupère et que l'autre il veut pas qu'il. Enfin, que le. Ah, j'ai oublié son nom, du shérif là. Ouais. Bon, bref. On voit. Ça aurait pu être juste un placement, un clin d'œil appuyé en mode tenez, ça va être l'armure de. On a trouvé l'armure de Boba Fett, on vous la donne. Et en fait, non, il y a une vraie raison derrière qui en plus court sur toute la saison. Donc il y avait ça. Il y avait j'ai parlé de Clone Wars, mais je sais plus si c'est Clone Wars ou Rebels, ou est-ce que Rebels ça fait partie de Clone Wars parce que je les ai pas vus. Mais il y a la fameuse. Ça se passe après. Ok. Parce qu'il y a la fameuse se passe Jedi qui est Ahsoka Tano, qui est au cœur de 2 épisodes, mais surtout un qui s'appelle Le Jedi. Donc comme ça t'as pas de. C'est un épisode très cool aussi. Un épisode un peu d'infiltration, un peu très différent, très sombre. Et j'ai trouvé que c'était du crossover intelligent. Je sais pas je pense pas qu'il existe de l'autre côté, mais j'ai trouvé que c'était très intelligent de marier deux séries de Star Wars pour en faire un épisode qui se tient et qui est intéressant. Bah alors déjà il y a une raison à ce qu'elle intervienne ici, c'est qu'il y aura une série live sur Ahsoka derrière, qui est jouée par Rosario Dawson. Hein. Ah, mais moi je suis amoureux de cette femme, donc quand je l'ai vue, en fait je m'étais fait spoiler le fait qu'elle jouerait à Ahsoka Tano, donc j'étais content, mais en même temps j'aurais préféré le découvrir à l'écran. Et c'est aussi une qui vient encore une fois d'un Daredevil, enfin qui est passé par un Daredevil. Mais la série Netflix. La série, donc c'est mieux. Mais oui, en fait Ahsoka elle intervient beaucoup dans Clone Wars, c'est un des personnages principaux, et elle apparaît aussi dans les Rebels, hein, donc elle est de, comment dire, partie intégrante du lore Star Wars dans ce nouvel univers étendu de Disney. Ok. Il y a Bo-Katan Kryze, donc qui est une personnage qui est un peu une frange dissidente des Mandaloriens et qui était aussi dans Clone Wars. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans Clone Wars, sa voix, c'était la voix de l'actrice donc Katee Sackhoff qu'on voit dans la série. D'accord. Ok. Ce qui n'était pas le cas pour Ahsoka, elle était plus jeune. Alors attends. Il y a parce qu'en fait il y a pas mal de gens de Mandaloriens qu'on voit dans les Star Wars, aussi bien que Clone Wars et Rebels, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 1, un moment Mando se prend un peu la tête avec un autre Mandalorien qui a genre une énorme armure. Oui. Donc lui, alors je savais plus comment il s'appelait, je vous avoue. Donc c'est le clan Vizsla. Et lui fait aussi partie de l'univers de Clone Wars. Mais on le voit pas masqué. Et il y a un autre truc que j'ai bien aimé, personnellement,
et je sais que ça a fait pas mal parler aussi, c'est l'arrivée de Luke Skywalker à la fin. Tout à la fin, pour le coup, c'est le dernier épisode de la dernière saison, quoi. Ouais. Ouais. Jusqu'à la fin, je pensais pas que ça allait être lui. Moi non plus. Déjà, parce que Mark Hamill n'est pas tout jeune, je me suis dit que. Je pensais pas qu'il mettrait les moyens ou alors que ce serait. Ou alors qu'il serait suffisamment avancé dans la timeline pour avoir sa tronche actuelle. Il l'avait déjà fait avec l'épisode 9, avec Carrie Oui. Fisher. Mais là, du coup, ils ont remis un Mark Hamill jeune avec lui derrière, ce qui fait plaisir pas mal aux fans. Et qui, encore une fois, ça en a fait hurler certains, et certaines, Pomme, parce que c'est encore les Skywalker qui reviennent là-dessus, mais dans le lore Star Wars, où il y a quand même plus beaucoup de Jedi, ils n'allaient pas en ressortir un qu'on aurait vaguement entreaperçu dans les Clone Wars ou autres. Je trouvais ça assez logique, finalement, que ce soit Skywalker. Ouais, après, ça dépendait effectivement de la tournure qu'ils voulaient donner pour la suite de la série, quoi. S'ils voulaient effectivement repartir sur les aventures et approfondir un nouveau Jedi ou une nouvelle Jedi, ça aurait été possible. Là, je pense qu'ils font ce choix-là en se disant, bon, du coup, les gens le connaissent, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'exposition sur lui. Si jamais il devait revenir dans une autre série avec effectivement Grogu, puisqu'il s'appelle Grogu, bébé Yoda, on peut le dire dans la partie spoiler, qui a un nom de merde, il faut le dire quand même. Ouais, tellement déçu. Moi, c'est bébé Yoda Forever. Grogu, c'est vraiment nul. Oui. Moi, on l'appelle Gros cul ici. Voilà. Ah oui, en plus, c'est facile. Et du coup, moi, ça m'a tout de suite fait penser à l'épisode 8, qui est, je sais plus, le dernier Jedi, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Donc, on va spoiler l'épisode 8 aussi. Mais dans l'épisode 8, donc, Luke Skywalker dit qu'il ne veut plus former de Jedi parce que ça s'est mal passé. Et moi, je me suis tout de suite dit, mais est-ce que c'est avec Grogu que ça s'est mal passé? Puisqu'en soi, dans les Star Wars, on l'a jamais vu former personne. Non, mais on sait que c'est lui qui a formé Kylo Ren et les Chevaliers de Ren, il avait il avait une académie de Jedi, donc peut-être que Grogu faisait partie. Et je pense que c'est ça. Il fait partie de ceux qu'il a recrutés, qu'il a récupérés pour former cette académie de Jedi. Putain, ça me donne envie de retourner voir ce flashback-là de l'épisode 8 pour voir si on voit Grogu. Quand Kylo Ren tue tout le monde. Et est-ce qu'il le tue aussi? Et ça serait très triste. Et puis mine de rien, ça pose pas mal de questions effectivement sur l'espèce représentée par Grogu et donc Yoda, puisque c'était une surprise quand même de le voir au début, puisque... Enfin après, rien ne dit, je crois, dans Star Wars que Yoda est unique. Et le seul, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'en avait pas trop vu d'autres, enfin il me semble en tout cas de tête. Non, on n'avait jamais vu d'autres. Et c'est vrai que c'était assez surprenant au début. Alors, il est pas unique, mais c'est clair que c'est surprenant. Puis surtout, ils nous disent que le contrat au départ, c'est une cible qui a 50 ans. Ah merde. Ouais. Oui. Bon, après, ouais. Et puis, en plus, à 50 ans, tu découvriras qu'il était justement... il faisait partie du temple Jedi avant qu'il y ait la purge et l'ordre 66. Mais surtout, tu dis à 50 ans, alors soit il a bien régressé avec le traumatisme, soit son espèce a vieilli quand même vraiment, vraiment très bizarrement, parce qu'à 50 ans, il a quand même pas l'air très, très évolué. Oui, bon après... Bon, après, on va pas rentrer dans les théories, des trucs comme ça, mais je trouvais ça un peu étrange comme... même si c'est pour la surprise, c'est marrant, c'est cool. Sur le principe, ça faisait bizarre. En fait, ça fait un peu comme les elfes ou quoi. Il y a des races qui vivent super longtemps. Enfin, Yoda, il était giga vieux à la fin de la série. Oui, il avait pas loin de même 900 déjà ans, donc à la oui, prélogie, effectivement. donc. Dernier truc qui m'a plu. Alors, c'est pas un truc cross-univers, mais c'est un truc spoil. C'est le sabre... comment ils appellent ça? Le sabre Dark Saber, noir. Donc le sabre sombre ou le sabre noir. Je trouve ça rend super bien l'écran. Alors, c'est un peu cross-univers dans le sens où c'est aussi dans les Clone Wars, c'est un élément... Et que Bo-Katan, dans les Clone Wars, elle s'est déjà fait gauler par Ahsoka Tano qui a récupéré le sabre noir à sa place. Donc, ça explique doublement le fait qu'elle soit vraiment, mais vraiment à deux doigts de défoncer le Mando à la fin, quoi. Ouais, je trouve ça cool. Et du coup, la question que j'ai pour vous tous et vous toutes, c'est: est-ce que pour vous, le Mandalorian, c'est la meilleure œuvre Star Wars signée de Disney? Moi non, Moi non, pas du tout. Moi je suis un grand fan de l'épisode 7 que je trouve vraiment fabuleux en termes de ce que Abrams se réapproprie la licence, lui rend hommage et tout. Enfin, parce que Abrams, c'est ce qu'il sait faire, c'est son taf en fait depuis qu'il fait du cinéma. Et pour moi, Star Wars 7 est un vrai film d'auteur, très grand budget.
et enfin, moi je trouve ça le 7 fabuleux. Je l'ai trouvé incroyable. Le 8 a des fulgurances visuelles que n'a pas le Mandalorian, je trouve, en termes de mise en scène. Et même s'il est inférieur, Rogue One, je trouve qu'il va pas assez loin dans certains trucs, même s'il est intéressant. Mais non, après, j'ai pas vu le 9 pour le coup, l'épisode 9 qui a fait beaucoup parler. Mais pour moi, depuis le retour de Star Wars avec l'épisode 7, de ce que j'ai vu, c'est pour moi la création la plus faible. Après, c'est. Ouais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pause dedans, un truc un peu poseur et un peu vain, mais. Ok. Les autres? Alors moi, c'est Bah, vraiment... Pardon. pour moi, c'est. Ouais. Attends, vas-y, Noémie. Je suis un gamin. C'est vraiment Rogue One Forever. Ouais, Rogue One, ça a vraiment été un tel choc d'avoir enfin un épisode de Star Wars qui se pose les vraies questions, notamment comment on conserve les archives. Ouais, voilà, moi qui suis bibliothécaire et archiviste, pour moi, Rogue One, c'est l'épisode sur les archives, quoi. Non, vraiment, voilà, moi, Tout sur support physique, hein, t'as vu, même dans le c'est futur. ça. Mais c'est bien ça le problème, puis pas dans 2 lieux, et puis pourquoi mettre des archives sur une planète où il y a de l'eau et de la chaleur, enfin il n'y a rien qui va, mais vraiment Rogue One pour moi ça a été c'est le meilleur, mais Mandalorian est pas loin derrière, malgré ce côté un peu il y a quand même une petite musique et un côté répétitif et méditatif qui m'a séduite malgré tout. Ok. Grand poil? Alors j'ai dit oui au départ, mais c'est vrai qu'il y a Rogue One. Rogue One qui est pour moi en concurrent. J'ai bien aimé enfin, globalement, j'aime un peu cette nouvelle trilogie. Alors, pas forcément le 7, dans le sens où, pour moi, c'est pas une réappropriation, c'est le 4 revisité à peine par Abrams, et que, au contraire, le 8, pour moi, était plutôt une tentative de réappropriation, malgré un prétexte scénaristique complètement foireux, et était beaucoup plus intéressant. Je trouve que Mando, ils ont parfaitement réussi à tout intégrer, ce qui faisait Star Wars, sans les Jedi. Ok. Je suis un peu de votre avis. J'ai un gros coup de cœur pour Rogue One aussi. Beaucoup moins pour la trilogie, la troisième trilogie. Et je pense que Mandalorian et Rogue One, je les mettrais à égalité. Je suis content que personne n'ait cité Solo, mais peut-être que Lexine va nous dire non, moi j'adore Solo. Je l'ai pas vu en fait. J'ai trouvé personne qui voulait aller le voir au cinéma avec moi, donc j'y suis pas allée. Et au final, j'ai pas détesté la trilogie, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que Rogue One, enfin surtout la deuxième partie de Rogue One, quand le personnage principal décide, comme une envie d'aller aux toilettes, qu'allez, il faut y aller, on va récupérer les plans de l'Étoile Noire. À partir de là, j'ai trouvé ça génial, la scène du débarquement et tout ça, ça m'a vraiment, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Mandalorian. Déjà, j'adore Pedro Pascal, même si on le voit pas trop sous son armure. J'aime beaucoup les interactions entre les personnages. J'aime beaucoup, ouais, le côté... c'est comme l'épisode dans la prison, par exemple. C'est typiquement le genre de truc que j'aime bien. Il a sa petite quête, il met en place des stratégies, etc. On sait à peu près où ça va, mais j'aime bien. Moi, je me laisse porter. Je suis peut-être bon public, mais après Rogue One, je mettrai Mandalorian. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez été choqué quand... Est-ce que ça vous a provoqué une émotion quand il a enlevé son casque pour sauver les miches de l'autre? Non, moi pas en tout cas. Mais... Dans la saison 2, tu veux dire? Ouais. Alors, pour moi, c'était un vrai geste fort, parce qu'il doit faire des sacrifices dans tout ce qu'il croit, ce qu'il avait déjà commencé un peu à faire au début de cette saison-là. Et on l'avait déjà vu, mais c'était juste face à un droïde pour se sauver la vie, du coup, dans la première saison. Non, moi, je trouvais que c'était un moment fort de voir qu'il... au-delà de son credo qu'il avait adopté chez les Mandaloriens, il a placé la vie de Grogu et quelque part la protection de Grogu au-dessus de tout ça. Moi j'ai fait oh comme quand je voyais Grogu. C'est-à-dire qu'il était ému. Moi je trouve que alors c'est moins ça qui m'a marqué que l'épisode en lui-même, où je trouve que justement, enfin après ça reste du cinéma ou des séries qui s'adressent à un très grand public, donc qui peuvent difficilement faire des choses radicales, notamment l'épisode 8 ruine un peu l'aspect nihiliste que peuvent avoir Rey et Kylo Ren, alors que ça aurait pu être une autre proposition contre les boomers, quoi. Mais non, vraiment une proposition très nihiliste à battre l'ordre établi, un peu anarchiste, mais du coup il ruine ça. Et là Mandalorian, finalement, il y a peu de propositions fortes. Et dans l'épisode de la prison, donc je pense qu'on parle tous du même, celui où effectivement il enlève son masque, moi je trouve qu'il aborde des thématiques assez fortes,
via le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais du mec qui libère pour l'accompagner, et où justement Oui, il qui est parle joué par de... Bill Burr, c'est un humoriste. Qu'on avait vu dans la première saison, justement, pendant le casse de la prison. Ouais, et celui qui Pendant fait le casse, des... oui. Celui qui fait des vannes pourries sur les masques, là. Et qui est pas un super acteur non plus, je trouve. Enfin, et je trouve que c'est pas un super personnage, mais par contre, le moment où il se retrouve face à l'officier, où il arrive pas à se retenir, parce qu'en fait, l'officier, il a mené à mort toutes ses... dont lui, entre guillemets, même s'il lui a survécu, bah tu vois que... Alors bon, d'un point de vue Tu sens qu'il scénaristique... n'arrive pas à s'en empêcher, Ouais, parce que il le joue vraiment bien, cette fausse Ouais. retenue. Ouais, parce que d'un point de vue d'écriture, il est un peu con quand même, parce qu'il vient de sauver la vie de Mando en disant oui, bonjour, en fait, on était là et tout, et donc il vient d'éviter que ça parte en couille. Et finalement, après, il pète un câble et ça part en couille. Enfin, tu te dis s'il a réussi à se retenir avant, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se retenir sur 5 minutes de plus? Mais j'ai trouvé que ça montrait qu'il en avait gros sur la patate, et à la fin, justement, il détruit la prison, et je trouve que ça. Enfin, un peu comme dans le set avec. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage principal, qui était Stormtrooper. Euh, Tu veux dire l'acteur Putain, noir? Bah oui, Putain, mais je sais plus son nom ni de... Finn. Finn, Finn, voilà. Finn, en fait, ça humanise un peu ces Stormtroopers, et ça humanise leur place dans la guerre, un peu comme c'est leur Vietnam, quoi. Et je trouve que ça, c'est un thème fort. C'est un des seuls thèmes vraiment forts de la série, qui est exploité assez peu longtemps, parce qu'encore une fois, la série peut pas se permettre des discours radicaux. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez fort, bien plus que Mando qui enlève son masque, quoi. Mais, Les Stormtroopers qui tirent toujours aussi mal. J'ai jamais vu quelqu'un mourir aussi Oui. facilement qu'un Stormtrooper. Les Black Stormtroopers, ça va. Ils s'en sortent à peu près bien, mais alors les Blancs sont toujours aussi nuls. Ah, ce passage des comment ils appelaient déjà? Enfin, des Terminator Stormtroopers. Ah oui, les là. robots là. Oh là 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 là. Ah, moi, quand ils sont revenus, j'étais... Oh, c'est pas possible. Ah ouais, moi quand ils sont revenus, déjà quand ils les ont jetés dans les passes, je me suis dit, Mando, t'es con, tu les as déjà vus voler, tu sais qu'ils ont un jetpack. Fais pas ça. Ah oui, moi, moi, j'avais oublié. moi, j'étais dedans, j'avais oublié, j'étais pareil. Quand je les ai revus revenir, j'étais non. Ah, moi j'ai tout l'épisode, je me suis dit, bah, quand est-ce qu'ils reviennent? Là, je sais qu'ils volent, je sais qu'ils volent. Mais pour moi, une des thématiques sous-jacentes importantes aussi peut-être dans toutes les 2 saisons, c'est la question de la foi. Enfin, alors c'est sans doute parce que je suis catholique et que c'est des questions qui me travaillent au jour le jour, mais Ah bah, j'ai ouais, trouvé que après c'était la assez question de la intéressant. force, c'est tout ça. Enfin, dans Rogue One que vous citiez tout à l'heure, il y a le perso qui est joué par Donnie Yen, ça parle que Tellement de ça fou. tout le temps, quoi. Mais oui, mais donc du coup là de le voir lutter justement avec qu'est-ce que je place au-dessus de la loi dans laquelle j'ai placé ma vie et de la règle selon laquelle je vis depuis hyper longtemps, et avec ce moment justement où il se décasque, voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant sur finalement l'esprit et l'esprit de la loi et la lettre de la loi, et comment finalement mon credo c'est aussi de sauver la personne que je suis censée sauver malgré tout, malgré mon casque, et d'abandonner un certain nombre de règles que je m'étais fixées. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça casse pas 3 pattes à un canard, et on n'est pas tout à fait, comme tu disais, sur une lecture nihiliste, mais ça donne un peu de profondeur quand même. En plus de la foi, il y a aussi ce côté, il a perdu ses parents très tôt, il a été adopté par les justement ce credo de Mandaloriens, qu'on découvre qui est une espèce de credo un peu extrémiste aussi, le fait de jamais se décasquer, c'est pas le cas de tous. Et du coup que lui, This is the way. voilà, this is the way. il a une espèce de paternité envers Grogu, Ah, enfin, ça complètement. se voit toute sa relation tout le long de la série. C'est d'autant plus fort dans la saison 2, je trouve, où Ouais. justement la saison 1 il lutte un peu contre ça, et à la saison 2 il a complètement lâché l'affaire. Enfin, il le dit, Grogu c'est son fils, et basta. Même quand il bouffe les œufs de quelqu'un d'autre, quoi. Faut pas qu'on parle de cet épisode, parce qu'en plus des œufs qui est déjà problématique, mais alors l'araignée. Mais j'ai jamais. Ah oui, ouais, faut ça pas, faisait faut très pas avoir très peur des longtemps. araignées sur celui-là. Ouais. Il y a un petit épisode un peu alien, un peu horreur. Ah ouais, mais ça faisait. Enfin, je suis. Où une Grogu flippette est un sale d'habitude. petit enfoiré, hein, il faut Ah le ouais, dire. hein, un faut- enfoiré de première qui gobe des pauvres œufs de grenouille. Mais vraiment, enfin, je suis un peu arachnophobe, mais ça me faisait longtemps que j'arrivais à voir des araignées. Mais là, j'ai carrément regardé j'ai regardé le mur tout l'épisode. Enfin, cette araignée, elle est tellement terrifiante. Et c'est- Ouais, elles c'est- sont- en plus, c'est vraiment, elles se déplacent en masse, elles sont Ah dégueulasses. ouais, c'est terrible, affreux. Enfin, moi, c'est mon gros trigger warning sur la série, c'est les araignées, quoi. Est-ce que, avant de se quitter, vous avez un épisode préféré ou un qui vous a vraiment marqué? Ah.
Bah, moi, j'ai bien aimé, comme dit, celui de la prison pour le discours sous-jacent qui pouvait amener également la première apparition de Kara. Donc, enfin, pas la première, mais le moment où ils se Mm. battent pour Pour des libérer habitants. des Ouais, voilà. paysans. Je trouvais qu'il y avait presque un côté un peu Rogue One, effectivement, très guérilla, parce que la plupart des combats de Mandalorian sont dans une espèce de guérilla, et je trouvais que la mise en scène des scènes d'action était plutôt efficace. C'est Et que, l'épisode 4. ouais, et que du Sanctuaire. coup, l'arrivée de ce personnage, qui est effectivement très badass et ultra stylé, c'était un bon petit coup de pied dans la fourmilière. Je sais pas si c'est le terme, mais bon, Alors, c'est celui que j'utiliserai. mais pour en parler, justement, je trouve que ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnages féminins qui ont un rôle En assez termes- important Mm. et qui n'ont pas des physiques. Enfin, alors, il n'y a pas de personnages qui ont des physiques très dénormés, mais quand même, il y a des femmes un peu âgées. Il y a ce personnage qui est super joli, non, je suis complètement amoureuse, mais qui est pas mince. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir des femmes qui sont là, qui prennent des décisions, qui ont un rôle important et qui sont pas spécialement dans des canons de beauté. Et aussi à la réal, hein, au niveau de la diversité, Ah, mais il y a ça, des j'ai femmes pas vu. réalisatrices également. Ouais, alors l'épisode du Sanctuaire, il est cool aussi parce que c'est un épisode qui est assez réaliste dans l'univers de Star Wars. Je mets des gros guillemets avec mes doigts, mais ils doivent quand même buter un AT-ST. Et effectivement, quand ils voient qu'il y a un AT-ST dans les parages, ils disent bon bah les gars, je suis désolé, mais on va pas pouvoir vous protéger. Ce truc va nous tuer minute 1 quoi. Donc il était assez cool. C'est celui où Grogu il est au-dessus de son truc là et où il s'enferme dans son sanctuaire là. C'est celui-là Non. dont tu parles? Non. Non, je parle de ton épisode, l'épisode Ah que d'accord, t'as ok. cité. Parce que celui-là, il y a un grand ta gueule, c'est magique quand même quoi. Ah oui, ça il y en a quelques-uns, ouais. C'est ah bah là ça marche et puis là j'aurais pu te reprendre et puis bam, juste quand je veux y aller, évidemment je peux plus quoi. Ok. Alors moi, mon épisode préféré, j'hésite entre le chapitre 15, qui est toute la mission pour s'infiltrer dans une base, récupérer des plans et en sortir vivant, où il y a quand même pas mal de péripéties, et l'épisode du Marshal. Je crois que c'est le Marshal, hein, où Ouais, il y a c'est la le grosse Marshal, bête. c'est le 9. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est le Marshal. Donc, C'est c'est Timothy Olyphant en shérif, il a la classe aussi. le il est pas mal. chapitre 9, ouais. Et vous autres? Je sais pas si j'ai un épisode que je préfère, moi c'est plutôt des moments qui m'ont fait kiffer. Le dernier épisode de la saison 1 quand même, avec la cavalcade finale de IG-88 là, qui protège Grogu et qui arrive et qui flingue tout ce qui passe, j'ai beaucoup aimé. Et cette découverte après des années de fanboyisme Star Wars où on t'a toujours dit Boba Fett c'est un ultra, il est trop fort, il est génial, sauf que dans les films tu le vois 3 fois et il se fait bouffer comme une merde par le sarlacc. Ce moment où il se révèle et il vient fumer 10 Stormtroopers juste avec le casse-crâne des hommes des sables là, j'en pouvais plus, j'en ai mis partout, j'étais fou. Et le petit moment pincement au cœur, et celui-là je le trouve un peu con, mais c'est le moment où, et là c'est le Razor Crest, il se fait détruire, c'est toujours le même épisode. Ah. Le vaisseau du Mando, c'est Oui. quand même, ça fait partie des symboles qu'ils ont installés dans toute la saison, qui rafistolent à chaque épisode quasiment tellement il en prend. Là, ce coup-ci, pas de retour en arrière, il n'existe plus. C'est vrai. Ah, on en sort quand même une lance. C'est la lance qu'il avait récupérée avec Ahsoka. Ouais. Lexine, est-ce que tu as un épisode préféré? Bah, comme Grand Poil, je dirais plutôt qu'il y a des moments que j'ai aimés. Le moment où on lui forge sa belle armure, et puis le moment où... le Sanctuaire, j'avais bien aimé parce que y a Kara qui se bat et je trouve qu'elle est trop stylée comme personnage et que c'est un personnage féminin qui est très fort et qui n'est pas un Jedi. Parce que mon personnage préféré de l'univers de Star Wars, c'est Aayla Secura. Certes, c'est un Jedi, mais c'est vrai qu'un personnage fort qui se bat sans pouvoir magique, je trouve ça vraiment stylé. Mais il y a pas mal de petits moments que j'ai vraiment appréciés, mais c'est plutôt à picorer. Il n'y a pas d'épisode qui m'a vraiment qui est vraiment sorti du lot en lui-même. Ok. Noémie, est-ce que tu as un épisode préféré? Moi, je pense que c'est le chapitre 13, la Jedi, où j'ai adoré l'esprit très japonisant et les décors qui étaient très très beaux. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là. Bon, bah c'est cool. Quand même, on a cité plusieurs épisodes différents, donc il y a quand même pas mal d'épisodes qui sont plutôt réussis, je pense. Dernier point, et après, promis Grand Poil, on te laisse repartir.
Est-ce que vous êtes hypé par la saison 3 ? Oui, même si, comme ils ont annoncé que ce sera pas le même personnage, moi je trouve que ce sera la même équipe derrière, donc j'ai toute confiance, notamment en Favreau et Filoni. Je pense qu'ils ils nous décevront pas. Et je suis aussi hypé comme un sauvage pour les spin-offs. Parce que, oui, on l'a pas dit, mais en gros, la saison 3 a de très grandes chances de tourner autour de Boba Fett. Qui est en Boba scène. Fett. Booba, non, il va faire du rap. C'est Ça le y est, il petit fait une ourson. distance de la Avec un featuring de Boba Caris. Fett. Boba Fett qui en scène post-générique saison 2 tue, je sais plus comment il s'appelle, le bras droit Alors j'ai oublié, c'est un Twi'lek, l'ancien bras droit de Jabba. de Jabba et Ouais. qui prend sa place sur le trône de Tatooine. Ouais, mais alors attention, hein, parce que The Book of Boba Fett, ce sera une série spin-off, c'est pas la suite de Mandalorian. Ouais, non, c'est pas la saison 3. Hein. Ah, Ça, ok, d'accord. pour moi, c'est justement ça, c'est déjà un spin-off. L'autre spin-off, ce sera une série d'Ahsoka Tano, comme on le disait tout C'est à l'heure. ça, et moi, cette Ah. série sur Ahsoka Tano me chauffe pas mal parce que j'ai bien aimé le perso, même si je la connaissais pas d'avant. Celle sur Boba Fett un peu moins, et puis je trouve que la façon de les annoncer, enfin, c'est un peu pompier en termes de mise en scène dans Mandalorian, même si c'est juste du post-générique. Oui, La on saison 3, avait je suis- compris sans ça, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et la saison 3, je suis assez curieux d'où ils vont aller, et notamment d'un point de vue marketing, parce que, bien sûr, ma compagnie et moi, on était tristes quand on a vu que Grogu s'en allait. Et moi, je me suis dit, attends, mais c'est pas possible, forcément, ils vont le remettre en termes marketing, en termes de thunes. Ils peuvent pas s'en priver totalement, quoi. Donc, je pense qu'on le reverra d'une manière ou d'une autre. Mais après, ouais, curieux, justement, est-ce que ça vaut le coup encore de l'appeler Mandalorian ou quoi? Donc, curieux, je la regarderai, même si, encore une fois, moi, je suis pas le plus hypé par la série du monde, mais je le regarderai au moins s'il y a Moi, je Grogu. pense que ce sera Bo-Katan qui va essayer de récupérer le sabre noir. Pour une fois, enfin. Noémie et Lexine. Vas-y, Lexine, dis-nous. Personnellement, moi, de toute façon, je le regarderai comme j'ai regardé tout le reste et ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Moi, je n'ai pas une impatience folle parce que j'ai pas d'accroche particulièrement avec Boba Fett, mais c'est toujours plaisant et voilà, je reste sur ma ligne un peu bof, mais pourquoi pas, on passe des bons moments. Ok. Et toi, Euh, Julien? Bah, alors, moi, j'ai très envie de voir le truc de Boba Fett. Une saison 3 de Mandalorian, pourquoi pas puisque, effectivement, je sais pas où ils vont aller. Puisque maintenant, il va se retrouver encore chasseur de primes standard, puisqu'il aura plus son fils. Et puis, il a un peu accompli toutes ses quêtes maintenant. Et puis, celle sur la Jedi, je sais pas. Ah, c'est Rosario Dawson, t'as envie pour Rosario Dawson, je sais. Non, mais j'ai un peu ce problème de, à mon avis, je la regarderai pas tant que j'aurais pas regardé Clone Wars et Rebels. Ça se regarde très très bien, même maintenant, je les ai refaits il y a pas longtemps. Ok. Bon, bah, on devait faire court, on arrivait à pratiquement 1 heure, ce sera l'épisode le plus long de Watchlist. Oui, carrément. Est-ce que je peux faire juste deux recos non corpo sur le sujet? Vas-y. Alors, Dr. Watt. Non, j'ai dit sur le sujet. Il y a Hyperdrive donc, de Will Horn qui a fait un épisode dédié là-dessus qui est vraiment super intéressant pour approfondir les choses. Et de la même façon, c'est plus que de la SF, en invitant Will Horn aussi à faire un épisode sur le Mandalorian qui sont vraiment très intéressants à écouter avec des passionnés derrière. Okay. Et c'est pas juste du fanboyisme, ils savent reconnaître, enfin surtout Willem, il sait reconnaître les défauts et passer outre quand il y a besoin ou les afficher si ça vaut le coup. Et comme l'avait dit Lexine, c'est vrai que, tu vois, j'avais jamais fait de parallèle, mais c'est vrai que tu as parlé de jeux de rôle au début et ça fait totalement sens. Il y a des jeux de rôle Star Wars qui existent, j'espère qu'ils feront des scénars ou des trucs pour plonger un peu dans l'univers du Mandalorian. Ok. Il est temps de se quitter, mais vu que vous êtes tous chez Podcut, vous allez tous pouvoir faire votre promotion de votre ou vos podcasts respectifs. Je vais faire par ordre alphabétique, donc ça commence par Flavien. Yes, Où bah te moi retrouve-t-on ? c'est Listen to the Game, donc un podcast de let's play audio, on entend juste le son du jeu pour se représenter un peu la narration et ce qui se passe dans le jeu juste par le sound design, les dialogues, etc. Et il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre je fasse un jeu Star Wars, il y a Star Wars Jedi Fallen Order qui se prêterait bien à l'exercice. Donc voilà, Listen to the Game, chez Très Podcut. bien, merci Flavien. Grand Poil. Alors, chez Dr. Watt où on parle de Doctor Who, avec pas mal de monde, le Roi Steven où on parle des œuvres de Stephen King chaque mois, et j'ai prêté ma voix à la fiction audio Schluss sur Podcut Fiction. Très bien, merci. Lexine.
Mon podcast Gonbe sur la Corée du Sud et parfois un peu la Corée du Nord qui va avoir 2 ans. Donc on va lancer la saison 3 début février. J'ai hâte de vous faire écouter tout ce qu'on a préparé. On va parler un petit peu plus d'histoire que les saisons d'avant et un petit peu moins de médias et de drama, donc ça va être cool. Ok. Très bien. Et Noémie? Alors, mon podcast avec ma comparse Valériane s'appelle So 80s. On parle des années 80 et de nos souvenirs des années 80, donc que ce soit de la politique, de la musique, de la vie courante. Là, je vais faire un épisode bientôt sur la cuisine. Et qui sait, peut-être qu'on fera un jour un épisode sur le retour du Jedi. Ok. Et toi, bah, Julien, on te retrouve où? Et toi, Julien, quand même. Waouh. Ok. Alors moi, on me retrouve sur... attends, faut que je regarde mes Discord en fait. Ça va plus simple comme ça. On me Moi, retrouve en général, quand je te présente, je t'appelle juste l'âme de Podcut, tu vois. Ça va plus vite. On me retrouve sur G7, l'école des facs, Sky is the Limit, le roi Steven, Watchlist. Et puis voilà, j'en ai pas oublié. Non, je crois pas. Très bien. Merci à vous toutes et à vous tous. On vous fait des bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, ça devrait être sur Saul, qui est aussi chez Disney+. Ah oui, ça fera 2 Disney+. Ouais. J'espère que le titre ce sera Dis-moi si je te saoule. Mais voilà. Ça doit- Mais qu'il est drôle. Eh oui. Allez, ciao, bye bye. Merci tout le Bye monde. bye. Salut, Ciao. à plus. Bye bye.